Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où on va aborder principalement le sujet des marchés US. Et donc on fera un petit point aujourd'hui sur tout ce qui se passe un peu sur la bourse américaine. Et on fera également un petit point autour un peu du gold et puis notamment des marchés obligataires. On va aussi parler obligations en fin de vidéo puisque je vais un peu détailler ce que je vois actuellement et notamment une position que je vais compter prendre. Donc on va voir ça de suite. Donc pour commencer, on est ici sur le SP500. Donc on s'était arrêté il y a quelques temps dessus. On voit qu'on est venu chercher quand même un petit bottom ici, qu'on a eu une petite chute. Donc post FOMC, où du coup pendant ce meeting, il n'y a pas eu du tout de cut des taux, donc on s'y attendait de toute manière. Le marché a pas mal réagi à ça, a pas mal fluctué et a décidé de lâcher un peu de lest voilà, à l'entrée de ce nouveau mois d'août. Et derrière, donc, on est revenu corriger un peu ce mouvement. On est revenu également donc combler ce gap qu'on a laissé derrière nous, tout comme on avait laissé aussi ce gap ici haussier. Donc on est venu combler pas mal de gaps et derrière on refait un nouveau gap également sur les 620 $. Donc, de mon intuition, je pense qu'on risque de laisser un peu ce gap derrière nous quelque temps, puisque je m'attends tout de même à ce que le SP500 continue de monter, notamment en suivant ce mouvement par rapport au baromètre de janvier, où actuellement je jugerais voilà, le SP500 comme étant par ici actuellement. Donc on avait un peu cette zone ici de consolidation, je pense qu'elle faisait acte de foi, on va dire, par rapport à ce mouvement ici. Ce mouvement peut être un peu haussier ici avec cette correction, ça me fait penser à ce mouvement ici, là ici avec cette correction post-FOMC. Donc actuellement, je pense qu'on se situe à peu près par ici dans dans ce baromètre de janvier. Donc vraiment, je m'attends encore à ce que le SP500 nous fournisse encore un ou deux nouvelles ATH avant de commencer à rentrer dans une période d'automne un peu compliquée. Donc on a tout simplement ici un peu ce genre de mouvement où on aurait peut-être un high ici, une petite correction, un nouvel ATH, un nouveau high avant de rentrer vraiment dans cette zone ici du mois d'octobre où voilà pendant toute la période un peu hivernale, on va avoir un SP500 qui risque un peu de pas mal range, de consolider un petit peu pendant cette période. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est ce que nous suggère ce baromètre de janvier. Et ça fait un peu sens avec ce dont je m'attends aussi du côté du marché des obligations. Donc on va en revenir juste après. Donc là, ici sur le SP500, on est encore en train de batailler actuellement pour recréer un nouvel ATH. Donc on a ce plus haut ici sur les 639,85 qui vont devoir être franchis pour pouvoir vraiment créer un nouveau plus haut et se dire ok, je refournis un nouveau signal vraiment de marché haussier sur le SP. Et là, pour l'instant, tant qu'on ne le franchit pas, on est tout simplement dans une zone un peu de bataille ici entre acheteurs et vendeurs où justement cette résolution de ce range va nous donner à peu près un indice sur la suite. Mais tant qu'on reste à l'intérieur, pour l'instant, on est quand même dans plutôt une consolidation haussière au vu du mouvement qui précède. Donc on va devoir surveiller ça de près. Et on a notamment encore ces objectifs ici dont on avait déjà parlé par rapport au 5,08. On a également ce AB est égal CD qui s'alignait sur les 690 à peu près, 689 $ sur le SPY. Donc ce sont des objectifs qui restent toujours d'actualité et dont je pense qu'on va venir chercher tout de même d'ici cette fin d'été. Donc là on a encore le mois d'août, on a encore le mois de septembre derrière. On a potentiellement encore 2 mois max, on va dire, de hausse avant de vraiment commencer à rentrer dans des temps difficiles. Et ça me fait un peu penser à ce qu'on voit actuellement donc avec les taux d'intérêt. C'est que, à mon avis, c'est mon intuition, c'est que en général, la Fed, en tout cas ici Jérôme Powell, a toujours tendance d'être vraiment en retard par rapport à ce qui doit être fait. Donc je fais référence simplement à lorsqu'il faut monter ou descendre les taux. Et je pense que justement, au vu des probabilités qu'on ait une baisse des taux ici au mois de septembre, ça me fait penser au fait que on risque d'avoir une sorte un peu de crise qui va arriver. Donc
potentiellement à l'approche ici un peu septembre, où voilà, on va avoir des données qui vont être un peu compliquées, un peu un moment de crise, on va dire, où les chiffres risquent d'être un peu mauvais et qui va tout simplement devoir faire réagir la Fed. Pour eux, enfin, ça va les forcer en fait à devoir être réactifs, et du coup proposer un peu une sorte de baisse des taux d'urgence. Donc au niveau de cette zone, je pense au niveau de septembre. Et du coup, comme d'habitude, je ne pense pas que cette fois-ci ça soit différent. Ça me fait un peu rigoler quand on voit Donald Trump qui appelle tout simplement Jérôme Powell, comme quoi il est un peu toujours en retard, toujours un peu dans les vapes. Donc c'est vrai que pour une fois, Trump ne se trompe pas forcément. C'est vrai que la Fed a toujours tendance à être, comment dire, à ne pas réagir suffisamment rapidement par rapport à ce qui se passe. Et je pense que cette fois-ci, ça n'échappera pas du tout à la règle. Donc va falloir surveiller tout simplement les chiffres qui vont arriver. Mais je pense que on risque d'avoir quand même une continuité de chiffres qui vont être un peu en dégringolade et qui vont montrer un peu une situation un peu d'urgence. Et là, on va tout simplement avoir Powell qui va devoir sortir de sa grotte et se dire: ok, là, il faut vraiment que je commence à baisser les taux rapidement pour, entre guillemets, commencer un peu à sauver le marché pour justement réagir à ce qui se montrera. Donc face à ce type de scénario, en fait, moi je suis en train de commencer à élaborer une position donc sur le TLT, donc sur le marché obligataire, où justement actuellement je commence un peu on va dire, à me protéger de tout ça en commençant à acheter des calls en fait sur les options, sur le TLT, donc qui est tout simplement l'ETF des obligations à 20 ans. Donc le fait justement qu'on risque de voir Jérôme Powell devoir baisser ses taux prochainement, ça laisse aussi penser, envisager que, notamment par rapport à ce qu'on voit actuellement, donc sur les marchés obligataires, on voit que les taux à long terme sont probablement proches de leur sommet en termes de rendement. Et ça, on le voit notamment du coup face à leur prix des obligations qui commencent à montrer des bottoms. Donc on voit notamment sur le TLT qu'on commence à montrer quand même du W par ici. On avait pu voir dans une précédente vidéo également qu'on avait tout simplement le T-bond futur ici, donc qui montrait aussi pas mal de bottoms. Donc ce qui laissait présager que, en tout cas, les participants du marché anticipaient en tout cas un potentiel pivot de la Fed très prochainement, comme quoi du coup on aurait un début de baisse des taux à long terme. Donc en tout cas, si c'est le cas, il va falloir que la Fed réagisse aussi très rapidement. Tout simplement parce que la Fed ne voudra pas tout simplement que les taux à long terme restent plus élevés que que les taux à court terme, pardon, restent plus élevés que les taux à long terme. Ça serait vraiment signe de danger économique, vraiment de crise obligataire. Donc c'est tout simplement ce qu'on remarque souvent sur la yield curve, donc sur la courbe des taux, lorsque celle-ci s'inverse. Donc on va tout simplement peut-être parler un peu de la courbe des taux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va pouvoir trouver ça. Alors moi à l'époque j'avais un site, c'était sur... je sais plus. Je crois que je dois avoir le lien tout simplement dans le Discord. Je vais regarder ça de suite. Ou je pense avoir le lien dans les ressources. Ah, parfait, je l'ai, donc je vais pouvoir copier le lien. Hop, donc on a tout simplement cette courbe des taux là, actuellement qui reste totalement normale. Donc on voit que les taux à court terme restent moins élevés que les taux à long terme, donc ce qui est totalement ce qu'on appelle healthy, donc ce qui est tout simplement sain pour un marché, puisque au plus une échéance est longue, au plus on veut que cette échéance soit rémunératrice, au plus le rendement est important. Donc c'est tout simplement ce qui se passe actuellement, donc c'est quelque chose de totalement normal. Et le schéma vraiment d'inversion de la courbe des taux, c'est ce qu'on remarque souvent avant les récessions, où justement on voit que là la courbe est flat et s'inverse ici. Donc par exemple avant la bulle de la dot-com, donc la bulle internet, on voit justement que cette courbe s'inverse, donc que les taux à court terme sont plus élevés que les taux à long terme. Et ça c'est vraiment un énorme danger économique. Pourquoi? Puisque ça signifie que pourquoi se faire chier à acheter des obligations à 10, 20, 30 ans, puisque celles-ci sont moins rémunératrices que de se positionner sur des obligations, par exemple, à 2 ans en fait, ou à 3 mois. Donc en fait, ça signifie tout simplement qu'à long terme, on est beaucoup moins rémunérateur, qu'il y a beaucoup moins de rendement. Donc pour les investisseurs, c'est beaucoup moins rentable. Et notamment pour le secteur bancaire aussi, c'est beaucoup moins rentable parce que ça veut dire que les banques vont se financer à la Fed
à une hauteur, par exemple ici de, on va dire 5 et derrière, ils vont devoir proposer des taux à leurs clients à, par exemple, 4,5 Donc c'est pas du tout les chiffres qui sont là présents sur l'échelle, mais c'est un exemple. Donc vous comprenez que si j'emprunte à la Fed 100 000 $, que je dois leur payer 5 d'intérêt sur ce prêt que je leur fais, enfin que je fais pour pouvoir me rémunérer auprès de la Fed, et que d'ailleurs je reprête mes 100 000 $ à une personne pour un crédit conso par exemple, et que je lui fais payer que 4 de rendement, vous comprenez que du coup je ne suis pas du tout en bénéfice. J'y perds totalement. Donc c'est ce qui se passe en fait lorsque cette courbe des taux s'inverse. Et donc, c'est vraiment précurseur de crise économique, de gros dangers. Et souvent, c'est ce qu'on voit derrière, c'est que le marché rentre totalement en récession jusqu'à ensuite retrouver un bottom pour après repartir. C'est ce qu'on remarque aussi du coup pour la crise de 2008, donc avec les subprimes, où la courbe s'inverse. Donc, elle s'est inversée juste avant ici, tac, on voit qu'elle s'inverse. Donc là, pareil, gros signal encore de crise. Et dernièrement, est-ce que il me semble qu'on a eu aussi une inversion de la courbe des taux? Non, pas du tout, on n'a pas eu d'inversion. Si, on a eu une inversion par ici. Donc on voit qu'on a eu quand même une inversion au niveau ici de 2022 à peu près. Mais c'est là que c'est assez intéressant à voir, c'est que derrière le marché est un peu est totalement reparti à la hausse. On a eu vraiment, on va dire, une grosse arrivée de la Fed, vraiment histoire d'aider le marché. Donc là, on s'est dit vraiment non, faut pas laisser le marché se crash comme ça, on va pas laisser le marché se casser la gueule. Et de manière très intéressante, c'est qu'on remarque aussi que par rapport au contexte, il y a une énorme différence de contexte entre les années 2000 et 2008 qui font partie intégrante de ce que j'appelle le fear cycle. Tandis que là, cette inversion de la courbe des taux ici, dans l'année 2022, se passe actuellement pendant notre grid cycle. Donc, c'est vraiment la période du cycle de cupidité où vraiment on va dire que les marchés montent à foison. Donc, on peut en parler très rapidement de ces cycles. Donc, j'ai tout simplement une charte dessus. Donc, ce cycle, c'est Fear Cycle et Grid Cycle. C'est tout simplement une analyse justement de la démographie, donc qui a été fait auparavant par mon ancien mentor. Donc, j'ai repris l'analyse pour continuer de l'étudier. Et actuellement, donc, je vais pouvoir vous montrer ça. Donc, on a les cycles démographiques ici. Donc, on va le prendre depuis le Dow Jones. Tac. Donc, ça représente tout simplement les différentes phases des cycles démographiques. Donc, dont ces cycles démographiques durent 35 ans. Donc, on a 17,5, la moitié, années d'expansion, puis 17,5 années de contraction. Donc, on voit que pendant ces périodes où on a eu justement le premier fair cycle ici entre les années 30 et 47, donc période de contraction, expansion, contraction, expansion, contraction. Et là, du coup, on est dans cette période actuelle d'expansion par rapport au grid cycle, donc ce qui est le boom des millennials, qui devrait donc durer encore jusqu'en 2035. Donc, on est actuellement, depuis 2018, rentré dans cette phase de cycle où on est dans une période de croissance des marchés, vraiment de cupidité. Et donc, c'est ce que je disais, c'est que ces précédentes inversions de courbe des taux se présentaient plutôt pendant ces fair cycles, donc du coup en année 2000, 2008. Et on voit que du coup, pendant ces phases de contraction, justement, de dureté économique, ça faisait très rapidement effet et ça faisait quand même des effets qui faisaient un peu peur pour les investisseurs et notamment pour les citoyens, puisque c'est des périodes, du coup, si vous avez vécu les années 2000 et 2008, vous devez savoir à quel point c'était des périodes très difficiles, notamment même au niveau pour la vie des ménages. Donc, ce sont les licenciements, etc. Donc, là, actuellement, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a eu du coup cette inversion de la courbe des taux ici en 2022. Mais à contrario, ici, on est plutôt dans un grid cycle. Donc, j'ai l'impression que justement, ces inversions de courbe des taux font beaucoup moins d'effet, puisqu'on va être surtout présent, on va être dans une économie très très forte pour justement bien soutenir l'économie mondiale et donc continuer à croître assez aisément. Donc, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'on se situe plutôt vraiment dans une expansion de type baby boomer. Donc là, c'est les deux précédentes expansions, donc par rapport à la Greatest Generation. Donc,
pendant les années 50, voilà, les années ici 47 à 65. Et on avait le deuxième cycle d'expansion, donc les baby boomers, d'après la Deuxième Guerre mondiale, entre les années 82 et 2000. Et actuellement, je trouve qu'on se situe plutôt dans une expansion de type baby boomer, où on voit voilà, qu'on a eu ce bottom ici avec le Covid, on repart un peu à la hausse tout doucement. On a eu ce petit crash ici pendant cette phase des baby boomers, un peu de type à ce qu'on a pu voir ici en 2025, début 2025, et ensuite une remontée progressive tout doucement. Donc je pense que c'est ce qui nous attend tout simplement pour les 10 prochaines années, donc sur ce grid cycle. Donc voilà pour ce petit point rapide dessus. Donc pour expliquer un peu mon ressenti vis-à-vis de cette précédente inversion des taux, pardon, qui n'a pas trop fait d'effet sur le marché, qui est restée quand même longtemps inversée avant qu'elle redevienne totalement normale. Mais va falloir surveiller aussi du coup ce qui va se passer tout simplement pour, on va dire, les 6 prochains mois, puisque forcément qui dit inversion des taux dit que ce n'est pas non plus un effet immédiat. Donc on a tendance à voir les effets se répercuter sur le marché, on va dire au bout de 6 mois, 1 an. Donc voilà, si on a eu cette inversion ici des taux qui a commencé, on va dire, en septembre 2022, voilà, ça fait déjà pas mal de temps que ça a été fait. Elle est restée pendant plus de 2 ans inversée. Elle en est ressortie, voilà, fin 2024. Et du coup, là, on va dire que ça fait bientôt 1 an justement que cette courbe des taux est sortie de cet état un peu d'inversement flat. Donc, on est justement en fin de fenêtre temporelle, on va dire, où on pourrait peut-être commencer à avoir des effets se montrer. Donc, est-ce que justement, ce serait pas le moment pour la Fed de commencer à agir et de baisser les taux pour aider l'économie si vraiment on commence à avoir du coup des répercussions par rapport à cette inversion de la courbe des taux qui a été faite il y a pratiquement 1 an, enfin plus de 3 ans, mais qui a duré pas mal d'années, donc elle en est sortie il y a quasiment 1 an. Donc c'est ce que je dis souvent, c'est que la Fed est toujours en retard, c'est justement dans ces moments-là où cette courbe des taux s'inverse, que la Fed aurait déjà dû agir et baisser tout simplement les taux. Et dans ce cas-là, on aurait eu des taux à 3 mois qui seraient redescendus, par exemple ici à 2%, et on aurait du coup pu avoir une courbe des taux plus saine et beaucoup moins impactante négativement pour le marché. Donc je ne serais pas surpris du tout que des effets commencent à se montrer prochainement, notamment avec ce qu'on voit également avec le baromètre de janvier qui nous indique qu'on a potentiellement un top à prévoir au mois de septembre-octobre et qu'on va entrer dans des moments difficiles. De plus, le fait que la Fed pourrait commencer à baisser ses taux au mois de septembre, donc elle qui a tendance à agir très en retard, est-ce que ça serait pas un peu un indicateur qui nous montrerait que on risquerait d'avoir peut-être un semblant de crise assez importante avant ce rassemblement du 17 septembre pour ensuite, on va dire entre guillemets, commencer à justifier cette baisse des taux? Ça sera tout simplement à surveiller. Donc c'est ce qui m'intéresse et ce que je vais regarder de près en tout cas. Et du coup, pour reparler un peu de ces taux, donc j'ai pu tout simplement commencer à anticiper une position donc sur le marché des obligations à 20 ans, donc sur le TLT, puisque si on commence à avoir des moments, on va dire, assez difficiles qui vont apparaître, d'autant plus qu'on a ce marché des obligations qui commence à se retourner, à montrer des bottoms, ça serait peut-être pour moi un peu le moment de commencer à se protéger, on va dire. Et dans ce cas-là, je commence déjà à anticiper des positions donc sur le TLT, via le marché des contrats dérivés, donc via les options. Donc, je vais vous expliquer tout simplement mon trade. C'est tout simplement que j'ai tout simplement, donc je vais vous expliquer mon trade. Donc, comme vous savez, j'aime regarder CW et me baser justement sur la règle des 0,5 sur les 50% de retracement en fait. Donc, j'ai repris ce précédent top de 2020 jusqu'au bottom ici de 2023, on a CW. Et par exemple, si je prends tout simplement une position sur le marché, donc j'achète le TLT, que je mets un stop par exemple à 76,44 $ et que je cible un target à 115 $ à peu près de profit, j'ai un risk reward de 2,46. Et c'est là que les options peuvent être très intéressantes parce qu'elles vont pouvoir fournir une autre façon de jouer ce trade tout en étant, on va dire, peut-être plus rémunérateur selon les circonstances. Et là, c'est tout simplement le trade que j'anticipe du coup sur les options.
c'est que je vais tout simplement acheter des calls du coup sur le strike price de 100 $. Donc à échéance, ici on est sur le 17 juillet 2026. Donc 17 juillet 2026, on va être par ici. Donc je vais faire une petite marque temporelle également. Tac. Donc mon but c'est tout simplement de jouer ce trade à travers les options, puisque les options vont pouvoir m'offrir ici en fait tout simplement un risk-reward qui est 5 fois plus important que si je jouais le trade normalement sur le marché, sur le spot. Donc là, mon but, c'est simplement d'acheter donc ici 2 contrats, 2 calls sur l'échéance du 17 juillet 2026 sur les strike price de 100 $. Donc je vais changer ça. Tac. Actuellement, ça coûte 1,41 $ en termes de coût, enfin en termes de premium dépensé pour pouvoir acheter cette option, pardon. Donc ça signifie que, étant donné que un contrat de call correspond à 100 shares, donc à 100 actions, on va dire, à 100 shares. Ça signifie que là, mon coût, si j'achète un contrat, le coût pour l'acheter, il est de 1,41 $. Donc, il faut le multiplier par le nombre de contrats inclus dans enfin, le nombre du coup de shares inclus dans le contrat. Donc, ici, on est sur 100. Donc, on a un multiplicateur de 100. Donc, ça veut dire que si j'achète un contrat, je dépense 141 $. OK. Et ensuite, pour calculer tout simplement mon potentiel profit maximal, vu que je me base sur un TP, je vais tout simplement du coup faire la différence, donc calculer ce qu'on appelle l'intrinsic value, donc l'IV, à pas confondre avec, là ici c'est le IV minuscule, donc quand on parle d'IV minuscule en option, on parle d'intrinsic value, donc la valeur intrinsèque, à ne pas confondre avec l'IV mais en majuscule qui est l'implied volatility, donc ce qui est totalement autre chose. Donc ici la valeur intrinsèque, c'est de prendre tout simplement mon objectif de profit, donc ici à 115,57 $, donc mon objectif c'est 50%, de soustraire du coup le strike price de 100 $. Donc si on atteint tout simplement mon objectif ici, mon option possédera 15,57 $ de valeur intrinsèque. Donc pour calculer mon profit, admettons que j'achète du coup un contrat, je vais tout simplement faire ma valeur intrinsèque fois tout simplement le multiplicateur fois mon nombre de contrats achetés, auquel je vais tout simplement soustraire le coût initial d'achat de l'option. Donc si j'achète un seul contrat, je possède du coup un profit de, pour faire simple, 15,57 fois 100, donc de 1557 $, auquel je vais soustraire du coup 141 $ pour avoir acheté l'option. Donc on est sur un potentiel profit de 1416 $. Ici, moi, ce que je veux, c'est simplement risquer à hauteur de 300 $. Donc, pour risquer au maximum 300 $, je ne peux acheter que 2 contrats. Puisque si j'achète déjà un contrat, que ça me vaut 141 $, si je fais x2, ça me fait 282. Sinon, si j'en achète 3, je suis au-dessus de mon risque. Donc, j'ai pas du tout envie de le faire. Donc là, actuellement, ce que je cherche à faire, c'est d'acheter 2 contrats. Ce que je cherche à faire, du coup, c'est d'acheter 2 contrats à un premium, à une prime de 1,41 $ actuellement. Donc, mon ordre est posé, du coup, sur Interactive Broker, d'ailleurs. Donc, on voit très bien que mon ordre est posé. Donc, actuellement, on cote à 142 $. Donc, par exemple, tac. On voit que actuellement sur IBKR, on cote à 1,42 $. On a un cours acheteur à 1,41 où je suis posé. Le cours vendeur est à 1,46, donc je vais tout simplement patienter un petit peu afin que mon ordre soit filled. Donc c'est ce que je veux pour acheter justement 2 contrats. Donc je dépense du coup 282 $ pour un maximum de profit de 2832 $. Donc si on atteint ce target ici, c'est mon profit maximal. Donc c'est tout simplement le play que j'attends de faire actuellement sur les obligations pour jouer vraiment ce retournement là actuel qu'on voit et justement qui m'intéresse beaucoup. Donc au vu de tout ce contexte, on va dire, autour du marché, c'est vraiment le play le plus important que j'ai en vue pour on va dire, pour essayer de me protéger un peu de ce qui pourrait arriver prochainement.
Donc voilà pour ce petit point. Donc on a pu parler un peu du SP500, de parler de tout plein d'autres sujets. Ça fait la vidéo est déjà pas mal longue, donc j'avais pensé à parler notamment du gold, etc. Mais ça sera pour une prochaine vidéo pour pas trop euh, vous, vous bombarder d'infos, tout simplement. Donc je vous dis tout simplement à la prochaine. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!